Très heureux de vous rencontrer encore cet après-midi, chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Génor TV. Sur le plateau, c'est votre humble serviteur Franck Osvaldo Hill. Nous sommes ici accompagnés d'un invité qui va nous parler aujourd'hui de l'entrée de la MONUSCO en RDC, sa mission et de son départ. Il s'appelle Clément Mwambi Kanyinda. Il est coordonnateur de l'ONG Tujukai Développement. Il est enseignant à l'université de Kananga et expert en promotion des investissements. C'est avec lui que nous allons pouvoir tenir cette émission. Monsieur Clément, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes très content d'être avec nous? Très content d'être pour la première fois sur le plateau de Génor TV. Et je salue l'ensemble du personnel de cette chaîne et vous-même d'ailleurs. Merci beaucoup. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à l'entrée, la mission et le départ de la MONUSCO? Merci beaucoup. Peu avant que je ne puisse quitter la province du Kasaï central, à l'époque Kasaï occidental. Et je sais que nous avons accueilli avec joie à l'époque la MONUC, qui était la mission des Nations Unies au Congo. Celle-ci était venue pour pouvoir assister et protéger les droits des civils parce que le pays était en proie des rébellions. Vous imaginez, il y avait les RCD, les MLC, les comités du pouvoir populaire de M. Laurent Désiré Kabila à la tête du pays, et que pour cela la population civile ne savait pas à quel sens se vouer parce que chaque puissance ou chaque rébellion voulait que la population dans cette contrée-là puisse obéir à son dictat, ce qui ne pouvait pas aller seul sans qu'il y ait des actes de violence qui pouvaient être perpétrés par les rébellions, ce qui ne pouvait pas sans expérience de voir que les gens participaient aux actes de désobéissance civile parce que devant quel état devrons-nous se soumettre? Il fallait cette fois-là que le MRC fasse le dictat là où il était, le RCD de son côté, pourquoi pas le comité du pouvoir populaire de M. Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi qu'à l'arrivée de la MONUC à l'époque est devenue plus tard la MONUSCO, les peuples congolais avaient bien trouvé que ceux-ci viennent pour nous protéger et assurer notre sécurité et jouer un rôle catalyseur, voire rassembleur des forces armées afin de reconstituer l'unité du pays qui était en proie des rébellions. Et cette unité était suffisamment empiétée et qu'elle ne pouvait pas espérer. C'est alors que nous avons été contents de rester avec la MONUSCO. Mais un peu plus tard, nous avons considéré que cette MONUSCO devenait presque l'ambassade pour tous les hommes politiques qui, lorsqu'ils se trouvent en contradiction avec les pouvoirs, ils pouvaient aller se réfugier auprès de la MONUSCO. La population civile, dès qu'elle trouve que ses droits étaient violés ou amputés, elle n'avait pas confiance en sa propre justice, pas non plus en sa propre sécurité, allait se réfugier dans des enceintes de la MONUSCO. Et alors, comme tel, notre armée, notre système de sécurité est resté fragile et attentiste parce que... Est-ce que cette mission-là ou ce rôle figurait dans les contrats? Dans les contrats, d'abord il faut reconnaître que dans le monde entier, les Nations Unies jouent le rôle de la sécurisation ou de la sécurité. Ils avaient une mission du maintien de la paix et nous n'avions pas la paix. Il fallait chercher à tout prix comment réunifier les pays et comment la stabiliser pour garantir la paix à tout l'ensemble de la population du Congo à l'époque. Mais voilà ce qu'elle était censée faire. Mais cette population s'est donné corps et âme à pouvoir accepter cette mission tout en exagérant un peu parce qu'il n'était pas dit qu'à la MONUSCO on ne pouvait pas arrêter quiconque a commis une infraction, voire des droits communs une infraction politique. Mais tous les politiciens de l'époque commençaient à se sentir sécurisés lorsqu'ils sont en face de la MONUSCO. C'est ainsi que notre armée, notre système de sécurité est resté attentiste et commençant aussi à respecter les Nations Unies comme faisant ordre du système de sécurité en RDC alors que nous étions censés garder notre autonomie, nous étions censés protéger nos droits souverains et aussi nous étions censés d'être soumis à tous les trois pouvoirs reconnus au sein de l'État. Mais c'est comme si la MONUSCO, celle de part entière, faisait aussi un pouvoir quelconque en RDC
Voilà pourquoi tous les yeux sont restés fixés à la MONUSCO, mais ça nous a affaiblis au fur et à mesure. Vous considérez que la MONUSCO constitue le quatrième pouvoir traditionnel? Cela a apparu à un moment donné comme si c'était un pouvoir au sein de la RDC, parce que notre confiance allait au-delà de la mission proprement dite de la MONUSCO. Certes, lorsque nous sommes en période de guerre, où il y a les rébellions qui se disputent le pouvoir, nous pouvions encore accepter que la MONUSCO puisse jouer un rôle catalyseur, un rôle de rassembleur, entamer des négociations pour que ceux qui étaient opposés arrivent quand même à pouvoir faire profil bas et assurer la paix à la population. Mais lorsque on s'entend dire que nous ne devrions pas nous-mêmes sécuriser nos frontières à la limite et qu'on ne pouvait pas former notre armée, non plus la restructurer pour faire face aux menaces extérieures parce que la MONUSCO était en place, c'est ainsi que nous nous sommes vus être infiltrés par des armées étrangères, nous nous sommes vus être infiltrés parce qu'on attendait que ceux qui venaient pour le maintien de la paix puissent sécuriser à la fois nos frontières, ce qui n'était pas leur mission au départ. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit cette mission des Nations Unies au Congo a quelque peu joué un rôle de distraction en RDC par rapport à notre armée ou notre système de sécurité de manière entière. Monsieur Clément, ceux qui vous ont infiltré l'ont fait pendant que la MONUSCO n'était pas encore en RDC ou pendant que la MONUSCO est déjà en RDC? Je sais que l'infiltration a commencé avant que la MONUSCO ne soit en RDC en 1999, si j'ai bonne mémoire. C'était vers avant 1997 qu'il y avait la rébellion à l'est du pays, qui était guidée par M. Laurent Désiré Kabila. Et il n'avait pas un personnel, non plus les hommes des troupes, qui étaient essentiellement congolais, mais il y avait les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Alors, c'est de la sorte que ces gens se sont retrouvés au Congo, mais alors qu'ils accompagnaient M. Laurent Désiré Kabila, ils étaient en train de reconnaître tout au moins qu'ils accompagnaient un belligérant qui était congolais et qu'après leur guerre, ils devraient rentrer dans leur pays respectif. Ce n'est que lorsque la MONUSCO s'est installée en RDC et que ceux-ci ont compris qu'à partir de la guerre de la libération qu'a menée M. Laurent Désiré Kabila, il y avait d'autres personnes qui pouvaient aussi tenter à l'essai pour renverser Mouzé parce qu'ils ne s'étant pas bien convenus avec les belligérants ou avec les pays qui lui ont volé au secours. C'est là qu'ils nous ont suffisamment infiltrés et ceux qui nous accompagnaient et les autres Congolais qui ont cherché aussi à faire la même chose avec les troupes étrangères. Voilà comment nous nous sommes retrouvés en proie d'insécurité permanente jusqu'à ce jour. Et pour nous, parce que la mission des Nations Unies était là et que son rôle était le maintien de la paix, elle devrait aussi faire face à ces difficultés, mais sans tenir compte que seul on devrait d'abord jouer le rôle de la sécurisation de nos frontières et nous devrions nous-mêmes d'abord jouer le rôle de la sécurisation de notre propre population et que celle-ci ne viendrait qu'au secours. C'est là qu'elle s'est installée. Au fur et à mesure qu'elle s'est installée et nous trouvons que cette paix tant recherchée n'est pas en train de venir ou n'est pas assurée, c'est là qu'aujourd'hui l'ensemble de la population congolaise s'est tenue debout comme un seul homme pour voir qu'il y a lieu de modifier la mission de la MONUSCO au Congo. Soit elle est avec nous pour nous sécuriser et nous assister dans la sécurisation des frontières, ou alors elle n'est pas avec nous pour qu'on se prenne seul en charge afin de sécuriser les frontières de notre pays. Vous pensez que la responsabilité de sécuriser la RDC incombe à la MONUSCO? Pas nécessairement en tant que scientifique. Parce que quand vous dites que la MONUSCO est là pour vous sécuriser et sécuriser vos frontières, est-ce que l'État congolais n'est pas en mesure de sécuriser ses frontières et sa population? Je suis dans l'entendement populiste ou dans l'entendement populaire de considérer que la mission est le maintien de la paix. Et ce qui signifie la paix, signifie que les gens doivent par conséquent être sécurisés. Et être sécurisés sous-entend dans les limites des frontières, telles qu'établies depuis 1960, nous devions nous sentir en paix et sécurisés. Et dès lors qu'il y avait insécurité, on ne pouvait pas parler de la paix. Cela signifierait ipso facto que la MONUSCO avait échoué à son objectif. Seul l'État congolais pouvait, au travers du ministère de la Défense ou son système de sécurité, sécuriser toute la population
congolaise, mais parce qu'il y avait une part belle faite à la MONUSCO qui devait rassembler toutes les troupes qui se sont retrouvées en RDC, affectées à des différentes rébellions. La population a dû comprendre que elle devrait aussi nous assister dans la sécurisation de nos frontières pour que davantage les troupes étrangères ne puissent pas en train de nous infiltrer ou de convoiter nos richesses pour s'en distribuer ou bien pour commettre les actes de viol et toutes les infractions qui marchent avec la guerre. Mais dès lors qu'elle ne nous a pas assisté dans cette mission, il est de bonne loi et aussi légitime que nous pensions qu'elle a échoué à sa mission, même si au départ cela ne figure pas dans ses objectifs ou dans ses missions initiales. Vous ne pouvez pas me dire deux choses. Vous êtes là pour le maintien de la paix, mais vous êtes là bientôt 20 ans ou 19 ans. Cette paix n'est pas acquise. Il est aussi de notre droit de dire que, messieurs, peut-être que c'est votre présence qui nous distrait, vous devez regagner vos pays respectifs ou l'organisation qui vous avait envoyé au Congo doit vous retirer sur le sol congolais afin que nous pensions à la structuration de notre armée, parce que là, il y a la méfiance comme quoi on s'est dit, ces gens sont présents, ils connaissent notre système de défense et d'autodéfense et qu'il y a des étrangers qui nous agressent à tout moment, ils ont des victoires. N'est-ce pas qu'il peut y avoir parmi les gens ou les troupes de la personnes ou certains militaires provenant des pays agresseurs qui sont en train de vendre aussi notre système de défense ou d'autodéfense. C'est de la sorte que j'ose croire que dans des zones en proie de rébellion, la MONUSCO ne devrait pas demeurer, ou alors si elle demeure, elle doit s'associer avec nous et nous accompagner dans cette guerre pour atteindre effectivement la paix tant recherchée, qui est rester en train de nous observer. Cela ne nous est pas favorable parce que c'est notre budget qui en dépend. Mais si cela ne figure pas dans les contrats, la mission là, ou le rôle de vous accompagner ou d'être en premier lieu dans les champs de bataille pour combattre les assaillants. Alors si cet élément-là ne figure pas dans les contrats, parce que la population n'étant pas là quand les contrats étaient signés entre la RDC et son partenaire qui est la MONUSCO, les Nations Unies. Ou les Nations Unies, parce que la MONUSCO c'est un bras séculier, du système des Nations Unies. Des Nations Unies. Alors les contrats là, comme le peuple n'était pas là, est-ce que tous ces éléments que vous venez d'évoquer ici figurent dans ces contrats là? Parce que nous avons suivi beaucoup de commandants de la MONUSCO qui ne reconnaissent pas ça, qui ne reconnaissent pas avoir signé un contrat comme ça avec la RDC pour être en premier lieu dans les champs de bataille pour combattre les ennemis, mais ils se reconnaissent derrière l'armée de la RDC. C'est-à-dire c'est la RDC qui déclenche les attaques et la MONUSCO les suit après. Je donne une logique simple. Vous êtes là et que chez votre voisin, la maison prend feu, vous ne devez pas être... vous restez en train d'observer comment la maison est en train de prendre feu. Vous devez tout de suite intervenir, et c'est là en droit on parlait de la gestion d'affaires. Lorsqu'il s'agit des interventions simples pour les biens ou les patrimoines appartenant à un quiconque. Mais en matière de sécurité, c'est aussi une possibilité de montrer que réellement que vous êtes un bon ami pour devoir nous accompagner dans le processus de maintien de la paix. Parce que vous êtes là, votre mission soi-disant, c'est pour le maintien de la paix. Et cette paix reste toujours précaire. Et le système de sécurité reste toujours pas à la hauteur. Et nous-mêmes, nous devons bien sûr sécuriser nos frontières. Mais lorsque on a dû poser le problème de la révisitation du rôle de la MONUSCO, là, au moins, ils étaient disposés à pouvoir comprendre que ce que l'on fait n'est pas en train de satisfaire notre ami ou le pays qui est aussi membre du système des Nations Unies et que nous devrions changer notre mission. Et cette mission, en étant modifiée, ce n'est pas dire que vous devez jouer un rôle d'avant-plan, mais vous devriez en même temps être aux côtés des FARDC, leur assister dans le processus de la restructuration afin que nous constituions aussi une armée forte et concurrente comme les autres armées d'Afrique. Vous vous imaginez, il y a les voisins qui peuvent facilement entrer dans nos frontières et nous nous évitons de pouvoir rétorquer parce qu'on s'est dit que nous sommes sous observation de la MONUSCO. Et alors, s'ils ne sont pas à nos côtés, on prendrait tous nos courages
pourquoi pas traverser jusqu'au-delà, commettre aussi les actes avec peur de ne pas être dénoncés cette fois-là ou avec considération qu'on ne sera pas dénoncé. Mais dès qu'ils sont en train d'observer, c'est nous observer dans tout ce qu'on utilisera comme tactique, alors ils seront les premiers à nous condamner. Comprenez-moi que la MONUSCO est là, elle est consciente que nous sommes agressés, mais aucune fois cette MONUSCO n'a fait rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'on puisse lever l'embargo qui a été imposé à la RDC pourvu qu'on acquiert aussi les armes puissantes à même de faire face à l'ennemi. Non, mais là, c'est pas à la MONUSCO de demander. Ce n'est pas à la MONUSCO. Vous avez le ministère des Affaires étrangères. Nous avons le ministère des Affaires étrangères, les chefs de l'État, les ministères de la Défense. Oui. Mais vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous observez? Vous observez et ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ne pas en faire rapport à quiconque. Mais si le rôle est le maintien de la paix... Quand les mêmes armes qui sont achetées par la RDC se retrouvent entre les mains des assaillants en brousse, qui sait si c'est ces troupes de la MONUSCO que l'embargo soit levé? Qui sait si c'est ces troupes de la MONUSCO qui seraient en train de côtoyer nos forces armées ou ceux qui ont des esprits faibles afin que ces armes se retrouvent de l'autre côté du pays. C'est pourquoi on s'est dit, je dis qui sait si, c'est un procès d'intention bien évidemment, mais qui sait si. Et alors, nous n'avons pas besoin d'une observation maintenant, nous sommes menacés, nos cases sont brûlées, nos femmes sont violées, on veut bien d'un ami, on veut bien du Conseil de sécurité des Nations Unies qui puisse prendre le courage pour demander à l'ennemi de pouvoir se retirer sur notre sol et pouvoir aussi considérer que la RDC doit jouir des mêmes droits pour acheter des armes et faire face à l'ennemi, qui est quelqu'un qui nous observe, qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Il nous dit moi je n'ai rien vu, à peu près. Il y a eu violation et qu'il y a les troupes rwandaises sur le sol congolais. La MONUSCO dit niet, nous n'avons rien vu. Il faudra l'expert. Pour être sincère, nous n'indexons pas la MONUSCO, mais nous protestons l'apport du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ce qui se passe en RDC. C'est ça notre protestation, notre contestation. Ce n'est pas seulement la MONUSCO parce que ce n'est qu'un bras séculier et que nous ne pouvons pas directement indexer la MONUSCO ou les conseils de sécurité des Nations Unies, mais nous passons au travers de la MONUSCO pour que les conseils de sécurité des Nations Unies soient saisis et sachent de manière sincère qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement maintenir la paix en RDC ou pour assurer la bonne coopération économique, soit-elle entre les Rwandais, la RDC, le Burundi et l'Ouganda. La RDC, elle est parmi les pays qui ont une armée forte en Afrique, 10e, disons-le bien. Mais parce que nous sommes observés par la MONUSCO, on a comme l'impression que sur le terrain, rien ne s'est fait. On ne sent pas vraiment l'efficacité de cette armée-là. On peut bien vouloir aller à l'assaut de l'ennemi. Mais lorsque nous avons un observateur, demain cet observateur peut aussi se lever et dire que non, l'armée congolaise a traversé les frontières du Rwanda. Et là, c'est nous qui serions traînés. Tandis que nous avons quelques cités de l'Est là-bas qui sont encore. Mais parce qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures. Nous serons dénoncés et nous serons traînés devant le tribunal international ou devant la Cour internationale de justice. Et là, les conseils de sécurité des Nations Unies vont devoir parler. Mais lorsqu'il s'agit de notre cas, là, on joue à l'observation. Et c'est pendant qu'on observe qu'on est en même temps en train de faire l'effort pour maintenir la paix. Vous accusez la faiblesse des droits internationaux. Nous n'accusons pas la faiblesse d'un quelconque organe, mais nous indexons, nous protestons le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies au Congo. Son apport n'a pas donné de résultats escomptés. Nous voulons bien que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse changer le fusil d'épaule ou changer son rôle au Congo ou carrément se retirer afin qu'on sache que on n'a pas un quiconque, on n'a pas quelqu'un qui est en train de nous appuyer ou nous observer. On pourra seul grandir et aller à l'assaut de l'ennemi tel qu'on les conçoit dans notre système de sécurité. Parce que, attendez-moi, vous pouvez être là en train de peaufiner une stratégie, mais il y a quelqu'un qui vous observe. En tout cas, vous ne serez pas inspiré ou vous n'aurez pas le même caractère que lorsque personne n'est en train de vous voir. Et là, on s'est dit, parmi ceux qui nous observent,
encore que ce ne sont pas seulement les troupes de la MONUSCO, n'ont pas seulement la peau blanche, il y a aussi des Africains au-dedans. Et qui sait si ces Africains-là sont des pays agresseurs? C'est pourquoi on s'est dit, l'Angola avait déjà osé et que les systèmes des Nations Unies se retiraient en Angola. Petit à petit, ils sont en train de pacifier leur pays. Nous voulons rééditer aussi l'expérience de l'Angola en demandant qu'on se prenne seul en charge, qu'on puisse restructurer notre armée et qu'on puisse faire en sorte que notre système de défense et d'autodéfense devienne musclé, qu'on garantisse seul la paix à notre population et que nous risquions, au-delà même des conventions internationales, mais sans un témoin gênant cette fois-là, parce que nous considérons que maintenant la MONUSCO devient un témoin gênant qui joue le rôle d'observateur, mais tout en osant croire qu'en même temps, elle joue aussi le rôle d'informateur dans les camps adverses. C'est la méfiance qui s'est développée et dès lors qu'il n'y a pas la confiance, mais tous les on ne peut pas parler de la collaboration, de la coopération. C'est toujours en faveur de la RDC, cher coordonnateur. C'est certes en faveur de la RDC, mais vous-même, vous le disiez lorsque nous étions dans des discussions au couloir, qu'il y a un délégué du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. John Blinken, qui est arrivé. Mais on n'a jamais entendu devant les conseils de sécurité des Nations Unies une seule résolution condamnant le Rwanda ou indexant le Rwanda d'être agresseur. Est-ce que du pays voisin? La MONUSCO est obligée vraiment de citer un pays agresseur au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je ne sais pas si vous différenciez. Est-ce que ce n'est pas votre ministre des Affaires étrangères qui peut dénoncer ça? Est-ce que vous faites la différence entre la MONUSCO et le Conseil de sécurité des Nations Unies ou c'est la même chose? Non. Si vous considérez que c'est la même chose, en tout cas, la MONUSCO devrait être la première. Dès lors que c'est connu de nous tous, et c'est connu de tous les pays voisins, il faudrait que déclare sans que l'agresseur, c'est le Rwanda. Nous voudrions bien que l'amitié qu'on a vis-à-vis du Conseil de sécurité des Nations Unies puisse aussi donner lieu à un courage du système des Nations Unies de pouvoir dénoncer que l'agresseur est tel et avec des sanctions à l'appui sévères pour dire que monsieur l'agresseur, essayez cette fois-ci de vous retirer et de manière définitive. Si ce n'est pas le cas, en tout cas autorisez à l'RDC de déclencher une guerre ou d'ouvrir aussi la gâchette. Si cette communauté internationale tire son dividende derrière ces agressions-là, c'est là qu'il faudrait... Vous allez seulement rester à condamner continuellement la MONUSCO? Depuis 2019, nous avons un leader consensuel qui fait en sorte que nous intégrions réellement dans des organisations régionales qui parlent de la coopération économique. Donc l'intégration économique est parmi les plans d'action du président Félix Tshisekedi et pour cela il est ouvert à tous les pays voisins qui voudraient bien que nous collaborions sur base de nos richesses. Avec sa stratégie de gagnant-gagnant. Voilà, en ayant une stratégie win-win ou gagnant-gagnant, suivant un mécanisme aussi bien établi et un chronogramme, disons une planification aussi chiffrée qui ferait en sorte que nos deux pays se retrouvent. Et voilà d'ailleurs, il était bien ouvert de pouvoir ouvrir la route de la RDC à l'Ouganda, également de la RDC vers le Rwanda. Ce n'est que cette guerre qui empêche à ce que cette collaboration ou cette coopération connaisse un début parce que les pays voisins trouvent que dans la coopération, ils n'auront pas mieux que ceux qui sont en train de gagner lorsqu'ils font couler le sang des Congolais ou lorsqu'ils sont en train de violenter nos mamans et nos filles à l'Est. Alors c'est cette mauvaise foi que nous condamnons et que nous demandons au même moment à tous les pays amis qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir réellement condamner et faciliter à ce qu'il y ait la paix en RDC. C'est lorsqu'il y aura d'ailleurs la paix qu'on parlera cette fois-là du maintien de la paix. Mais vous voulez maintenir une paix qui n'existe pas? Alors ce sera cette question. Vous pensez que condamner Rwanda suffirait? Ça ne suffirait pas exactement, mais c'est déjà un début de volonté à pouvoir faire en sorte que la paix puisse être acquise. Ce qui va s'en suivre, c'est pouvoir infliger une gamme de sanctions au Rwanda ou alors des mises en garde sévères en cas de récidive. Cette fois-là, on applique des sanctions. Pourquoi pas, on ne peut pas demander à l'OTAN de pouvoir installer aussi une brigade à l'est du pays pour se dire, parmi les deux pays, là où vous trouverez qu'il y a violation de droits souverains d'un autre, vous, l'OTAN, essayez d'agir.
Ça ne viendra que lorsqu'il s'agira peut-être de pouvoir chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Je ne le crois pas du tout que ce sera bien sûr le cas. Mais en Côte d'Ivoire ou dans les pays de Muammar Kadhafi, notamment la Libye, nous avons vu l'armée mondiale se mobiliser parce qu'il fallait chasser les dirigeants du pouvoir. Mais lorsqu'il faut sécuriser la population ou sécuriser les richesses de la RDC, là on est limité à une mission qui soit maintien de la paix. On n'a pas une motivation supplémentaire d'aller à l'assaut des ennemis. Qu'en dites-vous du ras-le-bol que la population de l'Est a manifesté pas plus tard que le mois passé? Ce n'est que légitime. J'avais un professeur de droit qui dit « la masse n'a pas d'âme ». C'est le doyen Bakandeja qui le disait. En tant que scientifique, la masse n'a pas d'âme. Nous n'allons pas aussitôt défendre des actes de violence et de vandalisme contre les sièges de la MONUSCO parce qu'il s'agit peut-être des relations diplomatiques que nous entretenons avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et les pays amis. On ne peut pas, au même titre que les ambassades des pays étrangers installés en RDC, aller vandaliser les sièges de la MONUSCO. Cela est condamnable. Mais aussi, il faudra savoir quels sont les mobiles qui sont à la base de cette réaction populaire. Et alors, si on connaît aussi les mobiles, il y a lieu de faire en sorte que nous éduquions cette masse à ne pas récidiver. Selon vous, quels étaient les mobiles? Les mobiles, c'est ce qu'on en a marre. Messieurs, nos femmes, nos enfants sont en train de mourir et de périr tous les jours. Nos mamans sont en train de crier haut et fort sur les toits. Et toute notre progéniture et voir l'avenir est corrompu par cette guerre. Intervenez avec nous en tant qu'amis au lieu de nous observer. Quoique la manière de revendiquer cela a semblé être excessive, mais j'ose croire que si on étudie bien les mobiles et que on comprend que cette population en avait marre et que pour qu'elle ne puisse pas récidiver, la MONUSCO devra absolument faire le plaidoyer pour que son rôle soit modifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi pas se faire remplacer par l'OTAN, qui est l'armée mondiale, pour tous les pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pourquoi pas? Alors, nous disons, Bunagana par exemple, il faut qu'il y ait l'OTAN qui va installer aussi son siège là-bas ou son quartier général. Cela ferait une force supplémentaire que la RDC a laissé une partie de son territoire à une armée mondiale pour raison de paix. Et alors, si ce n'est pas le cas, on s'est dit que nous avons un observateur pendant que nous sommes en train d'être tués et violés, ça n'ira pas ou ça ne tiendra pas debout. Cher coordonnateur, oui. Pourquoi vous n'instruisez pas la population d'aller se plaindre aux dirigeants qu'à la MONUSCO? Je suis d'accord que le rôle de la société civile, notamment les zones G, c'est de pouvoir révéler à la population ou éduquer la masse, leur apprendre quels sont leurs droits civiques et politiques et de quelle manière et les procédures aussi en cas de revendication. Les revendiquer. Cette population a compris que même les autorités étaient au courant de la situation, mais ils étaient limités. C'est ainsi qu'ils ont imaginé qu'ils pouvaient s'autodéfendre. Parce qu'ils n'ont pas quiconque peut voler au secours. Ou les papas a montré qu'il n'avait pas de dimension à pouvoir agir avec force. Un enfant peut voler aussi au secours dans une situation. C'est de la sorte que nous nous sommes pris en charge, nous en tant que population de l'Est, qu'attendre que les autorités seules se battent, on a trouvé qu'il fallait réellement aller à l'assaut de l'ennemi ou revendiquer, quoique cet agissement au sein de la masse, il n'y a pas toujours, tout le monde n'a pas la même instruction ou n'a pas les mêmes niveaux d'instruction. C'est ainsi qu'on est allé jusqu'à pouvoir vandaliser ou saccager les sièges de la mission des Nations Unies. C'est que nous condamnons, mais nous demanderons aussi à ceux-là de pouvoir se remettre en cause pour que pareil acte n'arrive plus non plus. D'accord. Quelles sont les stratégies ou stratagèmes que vous pouvez proposer à l'armée congolaise pour qu'elle arrive à mettre fin à cette guerre de l'Est? En termes de stratégie, nous voudrions que l'armée congolaise puisse d'abord croire en elle-même et que toutes les autorités puissent se mobiliser pour devoir à cette armée la logistique convenable et moderne, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies se remette aussi en cause pour voir que la RDC
est agressée et qu'elle doit avoir la possibilité d'acquérir la logistique nécessaire afin de pouvoir sécuriser ses frontières et par ricochet l'ensemble de la population qui reste dans notre pays RDC. Et carrément aussi les instances judiciaires internationales doivent se saisir à partir des rapports d'experts pour condamner le Rwanda avec des sanctions sévères et des mises en garde également sévères pour que celles-ci ne puissent pas toujours récidiver parce que ça va de l'intérêt de l'humanité tout entière. D'accord. Depuis que la MONUSCO est au Congo ici, qu'est-ce que vous retenez de positif de la MONUSCO? En fait, tout ce qui est positif, je peux le dire, en quelque sorte, il y avait résorption du taux de chômage, il y avait beaucoup de chauffeurs qui ont eu les emplois, à la limite. Et aussi, la confiance accrue qu'avait eu le peuple ou la population congolaise vers les années 1999, 2000 et avant 2001. Mais après 2001, la MONUSCO n'a joué qu'un rôle d'observation, que de maintien de la paix parce que cette paix n'existait pas déjà. Voilà ce que je peux résumer, grosso modo, du rôle de la MONUSCO. C'est très important, mais on s'est dit que c'était une manière de nous déverser dans la distraction énorme. Ça ne nous a pas permis de pouvoir nous restructurer et de pouvoir nous approvisionner en logistique nécessaire pour aller à l'assaut de l'ennemi chaque fois que le pays est menacé. Maintenant, nous allons parler un peu du secrétaire d'État américain qui venait d'être en RDC et au Rwanda. Qu'en dites-vous de ces propos au Rwanda? Parce que quand il était venu chez nous ici, il a reconnu que notre pays était menacé par les pays voisins. Quand bien même, il n'avait pas cité les noms de ces pays agresseurs. Mais lorsqu'il est allé au Rwanda, avec Paul Kagame, il n'a pas dit la même chose. Là-bas, il a tenu un autre discours pour demander à tous les pays qui s'agressent, qui se menacent, de pouvoir aller autour d'une table discuter pour qu'ils puissent trouver des solutions, éviter des guerres. Alors, en tant qu'enseignant d'abord, scientifique, quelle est la lecture que vous faites quant à cette déclaration? Je sais qu'on peut noter l'hypocrisie dans le langage du diplomate américain, mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais c'est aussi sans ignorer que la règle d'or dans la diplomatie reste le sens ou la réserve. La notion de la réserve est beaucoup plus d'application et d'usage dans le langage diplomatique. Et que ce n'était pas aussi aisé pour M. John Blinken de pouvoir aller sur le sol rwandais et de dire devant la presse ou devant l'opinion nationale qu'internationale que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Mais par le seul fait qu'en RDC, il ait reconnu que notre pays était agressé par un pays voisin, sans citer ces pays-là, et qu'immédiatement le prochain voyage, c'est vers le Rwanda, ça a déjà une signification. Nous pouvons cette fois-là saluer les prouesses de notre diplomatie avec à sa tête le président Félix Tshisekedi. C'est une victoire diplomatique, c'est un début de solution parce que plus ou moins le problème est abordé ou intéresse au plus haut niveau le Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi les États-Unis d'Amérique. Alors voilà de quelle manière je peux faire la lecture tout en ne condamnant pas du tout le fait qu'il n'ait pas cité nommément le nom du Rwanda comme agresseur, mais déjà en RDC, il avait reconnu que la RDC est agressée par un pays voisin et que les vols pouvaient quitter la RDC vers le Rwanda. C'est déjà un début de la médiation ou négociation. Ce n'est que lorsqu'il pourra faire rapport à qui de droit et que les résolutions seront prises devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le rapport pourra savoir quelles sont les sanctions à prendre, les cas échéants, quels sont les mécanismes ou les stratagèmes à mettre en place de manière aussi diplomatique pour mettre fin à la guerre qui ne fait qu'augmenter le nombre de victimes. D'accord. Il y a les controverses dans la classe politique, je crois que c'est la dernière question. Oui. Il y en a ceux qui estiment que, comme nous sommes déçus des promesses de la communauté internationale, alors l'heure est arrivée pour que la RDC se converge vers la Russie. Quelle est la dangerosité que vous pouvez voir
dans cette alliance que la RDC ferait avec la Russie? Je n'ose pas croire que nous irons dans les sentiments, dans des émotions, des sensations. Ce ne sont que des états d'âme. Et pour tout scientifique, les états d'âme, ce sont des démons à pourchasser. En RDC, il y a pas mal d'ambassades et des ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a pas mal de délégués des États-Unis d'Amérique, de la France, des autres puissances mondiales. Et que la Russie, bien qu'étant parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, est quelque peu isolée en ce moment. Ce n'est pas parce que nous plairons nos morts, parce que nous protestons du rôle que joue le Conseil de sécurité des Nations Unies sur notre sol, qu'on doit du jour au lendemain penser qu'on doit se rallier à la Russie. Mais la Russie reste un pays ami. Si nous avions un système de coopération, de collaboration qui existait depuis le temps, on doit maintenir cette collaboration. Mais vouloir s'aligner devant elle, je ne pense pas que la RDC, en tant qu'un pays laïque, serait une bonne chose. C'est-à-dire que nous sommes un berceau de l'humanité et cet esprit d'humanisme est aussi dans le chef du président de la République qui ne voudra pas en ce moment précis s'aligner derrière la Russie parce que beaucoup verront que du fait que vous vous ralliez derrière la Russie, c'est que vous êtes pour ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Et alors, vous devenez directement l'ennemi des États-Unis. Mais entre-temps, nous avons les Congolais qui continuent à mourir, nous ne sommes pas encore dans l'Est. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore au niveau, bien évidemment, de pouvoir se rallier devant une quelconque puissance mondiale dans une guerre aussi importante qui est en train de causer des conséquences dans le monde entier. L'Amérique nous a déçus avec son partenariat privilégié. L'Amérique ne nous a pas encore totalement déçus. C'est notre diplomatie qui était assez faible. Aujourd'hui, on est en train de pouvoir... Mais Félix l'a activé. Nous avons activé notre système de diplomatie et on croit que, de la sorte, l'Amérique saura quand même comment changer la mentalité ou les méthodes de collaboration ou de coopération avec la RDC et sans que celle-ci ne puisse tourner le dos vers les États-Unis pour aller derrière la Russie. Je ne crois pas du tout à cette information. Ce n'est que ce qui est vécu dans les têtes de la population et les autorités doivent bien prendre les réserves pour ne pas se porter en conséquence si jamais on tournait le dos au sein des Nations Unies. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites de l'arrestation de Jean-Marc Abound? De Jean-Marc Abound, je suis celui qui défend les droits de l'homme. Et parmi les droits de l'homme, il y a... Vous reconnaissez que la procédure a été biaisée? La procédure, sincèrement, elle a été biaisée parce qu'on a senti une forte immixtion politique, ce qu'on n'admire peut-être pas le président de la République. Mais nous voudrions aussi considérer que les propos du député national Jean-Marc Abound ont pu dépasser ce qu'on peut appeler les limites légales ou conventionnelles en tant que faisant partie des artistes de l'État. En quoi est-ce qu'il a dépassé les limites? C'est le fait peut-être de pouvoir citer nommément la personne du président de la République en parlant de son incompétence. Et dès lors que vous avez un président incompétent, c'est le monde entier qui le suit. Mais comment voudriez-vous que les choses puissent avancer? Oui, Fayoulou... C'est pas la politique de dépôt des mesures, parce que Fayoulou l'a traité même de patins, de placebo, de pas mal de choses là, mais il n'a jamais été inquiété, comme c'était le cas avec Abound. Fayoulou, on a compris que c'était dans un contexte électoral ou post-électoral et que ça allait de droit. Chadari, c'était un adversaire politique, mais maintenant que c'est Jean-Marc Abound, les circonstances sont différentes et qu'il ne fallait pas exacerber au même moment, à ce niveau-là. Au même moment, ces mêmes propos sont tenus aussi par mon homo Franck Diongo, mais lui n'est pas inquiété. Et ce n'est pas les mêmes propos avec le même ampleur. Il faudra reconnaître que Jean-Marc Abound, il était vice-président de l'Assemblée nationale, il devrait quand même observer une certaine ligne de réserve et il sait ce qu'il faut faire parce que les autres peuvent le faire. Est-ce que le fait de ne pas se réserver constituerait une infraction en droit? Ça ne constitue une infraction le fait de ne pas se réserver, mais plus ou moins lorsque on est en train de faire usage de ses droits ou de sa liberté reconnue par la Constitution, il y a les limites à observer. Là, la ligne rouge a été franchie par l'honorable député Jean-Marc Abound, mais pas non plus, nous n'apprécierons pas que la justice puisse s'immiscer dans ses sentiments politiques pour devoir accélérer les choses. Nous avons reçu pour vous le coordonnateur Clément Mwambi Kanyinda,
coordonnateur de l'ONG Toujoukaï, développement, enseignant de l'université de Kananga et expert en promotion des investissements. Vous allez répondre à quelques petites questions par oui ou non, vrai ou faux. Oui, allez-y. Vous venez de nous dire ici que le fait de vandaliser le siège de la MONUSCO par le peuple était légitime. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Donc, en manifestant les ras-le-bol, la population peut aller vandaliser un siège d'un partenaire de l'État? Je dis c'est vrai, mais j'ai porté des atténuations. J'ai dit que cela relevait d'une escalade qui n'a pas été prévue d'avance, tout en justifiant que la masse n'a pas d'âme. C'est ainsi que cela est arrivé. Mais il doit y avoir un moment de pouvoir instruire cette population de savoir comment revendiquer, qu'arriver à poser les mêmes actes. Depuis que la MONUSCO est au Congo, vous avez dit qu'elle n'a pas réussi à sa mission. Vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup. Genor TV vous dit sincèrement merci d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci, Monsieur Franck, et merci aussi à l'ensemble du personnel de Genor TV. Merci beaucoup.